Mise à jour du dimanche, Epic Fury 2026. Cap droit vers des États-Unis renforcés, la paix par la force et l'Amérique d'abord. Adieu, l'UE. Non pas une fin, mais un commencement. La paix par la force. La marque Epic Fury 2026, protégée par marque déposée aux États-Unis, est désormais en ligne sur la boutique Etsy. Pascal Najadi Geostrat Agency, 8 mai 2026. Par Pascal Najadi et Yael R. Eastman. Washington. D. C. Mon merveilleuse épouse. Coco et moi-même sommes en transit et en mer ces prochains jours. Et pour faire bonne mesure, nous disposons des liaisons montantes et descendantes Starlink d'Elon Musk, afin de rester au fait d'une situation encore mobile dans le golfe Persique. Mais je tenais à ce que vous puissiez tous lire, méditer et savourer mon message du week-end, dans l'espoir que tant de camps animés par la haine, à gauche, commencent à faire baisser leur température sanguine vers la normale, à cesser l'hyperventilation et les insultes et calomnies non qualifiées, déclenchées par le syndrome Trump contre le président Trump et son brillant cabinet et administration. En mer, surtout en mer, on prend conscience de notre insignifiance face aux forces de la nature qui nous donnent la vie. Et en même temps, en regardant l'horizon, espérons-le, pas dans une tempête de force 12 sur l'échelle de Beaufort. Nous pouvons réfléchir sur nous-mêmes. J'ai écrit ces lignes dans l'esprit d'espoir et de liberté qui, pour notre part, m'a permis d'en faire la synthèse. Et sur ces mots, je vous souhaite un merveilleux week-end de détente parmi vos familles et vos amis. Oui, célébrons, pour une fois, après plus de 60 jours à tenir des nerfs d'acier, reposons le cerveau, détendons les yeux et, bien, prenons simplement le temps de tout absorber. La cessation formelle et la posture défensive. Au matin du 6 mai 2026, le président Donald Trump a adressé au Congrès une lettre éloquente mettant formellement fin à l'opération Epic Fury 2026, qualifiée de succès stratégique et opérationnel. La menace militaire nucléaire et conventionnelle la plus dangereuse au monde. Désormais, le vaisseau mère du terrorisme mondial englouti. Celui qui avait étranglé le commerce mondial, menacé 20 000 marins américains dans des eaux contestées et pris en otage la sécurité énergétique de la civilisation occidentale, a été définitivement écrasé. L'armée des États-Unis et les forces de défense israéliennes, sous commandement coordonné, ont basculé en posture défensive. L'objectif était clair, et il a été atteint. Le détroit d'Ormuz, par lequel transitent environ 25% du pétrole maritime mondial et 20% du gaz naturel liquéfié, retrouvera bientôt un passage libre et sûr. Ceci n'est pas un cessez-le-feu né de la faiblesse. Ceci est une posture défensive, calibrée à la précision stratégique. Si le régime de Téhéran, ou ce qu'il reste de ses appareils opérationnels, venait à lancer un missile contre un voisin du Golfe, contre une base américaine, contre un navire de la marine américaine, ou contre un navire marchand américain, la rupture serait sans ambiguïté. La réponse sera fulgurante. Le silence n'est pas mollesse. Le silence est armé. Les 67 jours. Une opération sans précédent. Ce qui s'est déroulé pendant ces 67 jours d'opérations militaires soutenues demeure historiquement sans précédent. Au cours de 3 mois, l'aviation américaine et israélienne a mené plus de 8000 sorties de combat combinés. Arrêtez-vous un instant sur ce chiffre. 8000 vols individuels. Chacun d'eux représente un jeune homme ou une jeune femme de l'une ou l'autre nation, formés au plus haut standard, exécutant une mission dans un espace aérien contesté. Des milliers de ces vols ont eu lieu de nuit, des chasseurs descendant sur des ponts de porte-avions en mouvement et des pistes d'atterrissage à des vitesses qui terrifieraient la plupart des civils, opérant dans l'obscurité au-dessus d'un territoire hostile. Ils étaient exposés à des systèmes de défense aérienne actifs, à des missiles balistiques et à la possibilité d'une perte catastrophique. L'opération a éliminé plus de 12 800 cibles militaires documentées. Elle a détruit plus de 159 navires de la marine des gardiens de la révolution iranienne et les a transformés en sous-marins permanents. Elle a anéanti la totalité des 11 véritables sous-marins iraniens. Elle a anéanti l'ensemble des défenses aériennes et systèmes radars modernes, iraniens, russes et chinois à travers tout le pays, dans les premières 72 heures. Et pourtant, c'est là que l'histoire bascule vers l'extraordinaire.
Les pertes combinées américaines et israéliennes n'ont compté que 13 militaires. 13 âmes courageuses de 2 nations alliées. Je veux que vous restiez un instant avec ce chiffre. Dans tout conflit majeur de l'ère moderne, l'élimination d'un appareil militaire d'une telle sophistication, d'une telle létalité, d'une telle portée territoriale, aurait dû produire un bilan en centaines, peut-être en milliers de morts. Le Vietnam a vu des dizaines de milliers de pertes américaines pendant des années. L'Irak et l'Afghanistan ont accumulé des pertes en milliers sur 2 décennies. Or ici, dans une opération d'ampleur comparable ou supérieure, l'élimination de la menace militaire la plus dangereuse de la planète, jadis armée jusqu'aux dents, seuls 13 héros d'Amérique et d'Israël ont donné leur vie. Ce n'est pas une statistique. C'est un record du monde. C'est le témoignage de la formation, de la technologie, du commandement et du courage de l'armée américaine et des forces de défense israéliennes, opérant dans une coordination parfaite. Ces 13 militaires méritent d'être honorés non comme victimes d'une guerre lointaine, mais comme le prix même de la civilisation. La doctrine Cyrus, une amitié à travers les millénaires, ce que nous appelons, en termes philosophiques, la doctrine Cyrus, du nom du roi perse antique, qui libéra le peuple juif et lui permit de reconstruire son temple, représente l'objectif invisible et durable de l'opération Epic Fury 2026. Le succès sans pareil de la campagne de guerre de libération américano-israélienne, Epic Fury 2026, n'est pas seulement une victoire militaire, c'est la restauration de la paix, de la prospérité et de l'amitié entre un peuple iranien libéré et l'État d'Israël. C'est la reconnaissance d'une vérité biblique. Iraniens et Israéliens sont frères et sœurs, reliés à travers des millénaires de civilisation partagée. En tant que juif perse moi-même, descendant de l'antique tribu Nejad de Shiraz, une lignée ininterrompue de 2500 ans, je comprends ce lien dans mon sang et dans mes os. Les mauvais acteurs, les régimes malades et dangereux qui ont détourné la souveraineté de l'Iran. Les organisations terroristes, telles que le Hezbollah et le Hamas, qui ont instrumentalisé la souffrance à des fins idéologiques, ont aujourd'hui été systématiquement privées de leurs ressources par le succès du blocus naval américain des exportations pétrolières iraniennes. Ces organisations continuent d'essayer de déstabiliser le Liban. Elles continuent de lancer des attaques contre Israël. Cela ne durera pas. Cela cessera parce que l'architecture qui finançait leur terreur, le pipeline pétro-dollar des gardiens de la Révolution, a été tranché. Ce qui émerge des cendres de l'opération Epic Fury 2026 n'est ni occupation ni domination. C'est la possibilité, pour la première fois en 47 ans, d'un Moyen-Orient dans lequel Iraniens et Israéliens peuvent construire ensemble, commercer ensemble et vivre ensemble en paix. Telle est la vision Cyrus. Telle est l'image de la paix durable. Et elle est possible parce que la force américaine, mariée à la clarté morale, lui a fait de la place pour émerger. La doctrine du secrétaire d'État Rubio, la souveraineté, non l'hégémonie. Le brillant et néanmoins humble secrétaire d'État Marco Rubio et son patron, le président Donald J. Trump, voient toujours les choses du même œil, dans une confiance mutuelle, dans une clarté morale partagée et dans l'alignement discipliné qui est désormais devenu la marque de cette administration. L'image parle d'elle-même. 2 statesmen, côte à côte sous le drapeau américain et l'étendard du département de la guerre, dans la salle silencieuse où se prennent les décisions de conséquence. Rubio attentif, préparé, le lieutenant loyal, le président composé, posé, le commandant confiant en son cabinet. Depuis le jour où il est entré en fonction, le secrétaire Rubio a mis en œuvre la doctrine de politique étrangère du président. Paix par la force et Amérique d'abord, avec une excellence opérationnelle à chaque étape. Munich, Bratislava, Budapest, Rome, le Golfe et au-delà. Exemplaire en effet. Copyright 2026 Geostrat Agency LLC 1500 K Street, NW, Washington, D.C. Tous droits réservés.
Dans les semaines qui ont précédé l'opération Epic Fury, le secrétaire d'État Marco Rubio s'est engagé dans une séquence délibérée d'engagement diplomatique à travers l'Europe, qui a cristallisé la vision de politique étrangère de l'administration Trump et a discrètement préparé le théâtre stratégique pour l'action cinétique qui allait suivre le 28 février 2026. Le samedi 14 février 2026, lors de la 62e conférence de Munich sur la sécurité, debout sur la scène principale de l'hôtel Bayerischer Hof, devant les dirigeants assemblés de l'Alliance occidentale, Marco Rubio a délivré un message qui a tranché à travers des années d'angoisse et de confusion transatlantique. Le secrétaire d'État Rubio a éloquemment invoqué l'esprit fondateur de la conférence elle-même, convoquée en 1963 sur fond d'une Allemagne divisée et du souvenir encore frais de la crise des missiles cubains. Et a inscrit le moment présent comme un point d'inflexion comparable pour la civilisation occidentale. Il a appelé l'Europe à redécouvrir sa confiance souveraine, à défendre son héritage chrétien et culturel, à rejeter la paralysie de l'extrémisme climatique et de la migration de masse non contrôlée, et à assumer une véritable responsabilité pour sa propre défense au sein d'une alliance renouvelée ancrée à l'Amérique. Le message a été délivré sur un ton mesuré, délibérément rassurant, un contrepoint calculé au discours combatif du vice-président Vance. Prononcé en 2025 depuis le même pupitre, mais sous la chaleur reposait un signal indubitable. Washington avancerait dans les théâtres les plus conséquents du monde, avec ou sans l'acquiescement européen, et les Alliés seraient mesurés à leur capacité d'action, non au volume de leurs déclarations. Le lendemain, dimanche 15 février, Rubio s'est rendu à Bratislava pour rencontrer le Premier ministre slovaque Robert Fico, faisant avancer la coopération bilatérale en matière d'énergie nucléaire, de diversification énergétique, de sécurité régionale et de modernisation militaire de la Slovaquie au sein de l'OTAN. Le lundi 16 février, il est arrivé à Budapest, où il s'est tenu aux côtés du Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, pour proclamer un âge d'or dans les relations américano-hongroises et formaliser un accord de coopération nucléaire civile signé par le ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó. La chorégraphie de cette tournée européenne en 3 étapes, assurance rhétorique à l'Europe occidentale à Munich, démonstration d'ouverture au gouvernement d'Europe centrale aligné sur le mouvement MAGA, immédiatement ensuite, était indubitable pour tout lecteur expérimenté de l'art d'État. 12 jours plus tard, à 1h15, le samedi 28 février 2026, le commandement central des États-Unis a lancé l'opération Epic Fury, la campagne conjointe américano-israélienne contre la République islamique d'Iran. Le travail diplomatique posé à Munich, Bratislava et Budapest révélait alors sa pleine finalité stratégique. La tournée européenne n'avait pas été un entretien d'alliance, elle avait été une préparation de théâtre. Dans une fenêtre de 12 heures à G. Fondateur, principal et seul actionnaire de Geostrat Agency LLC, Washington, D.C., publié une prévision stratégique horodatée le vendredi 27 qui a lu le moment avec une précision chirurgicale, tant sur le tempo que sur l'architecture. Intitulé The Trump-Iran Tempo Doctrine, Before Day 1, et sous-titré Quand Trump, le CENTCOM, Rubio et les généraux s'alignent, ce qui s'est passé à Caracas s'est déplacé dans le maintenant. L'article ancrait son analyse dans le 50 USC, paragraphe 1550, décembre 2019. L'autorité de l'article 2 est l'épine dorsale de commandement et de contrôle de la United States Space Force, le système de systèmes fusionnés, en temps réel, liant l'ISR orbital, les chasseurs de 5e génération, les groupes aéronavals, la défense antimissile intégrée et la suppression cyberélectromagnétique en un seul organisme réactif. Empruntant la métaphore aviateur du V1, la vitesse de décision au-delà de laquelle l'abandon n'est plus possible. J'ai astucieusement évalué que la convergence du leadership politique, de l'architecture militaire,
de la clarté statutaire et des messages synchronisés avaient comprimé l'intervalle entre la décision et l'exécution, presque jusqu'à l'immédiateté, et que ce qui avait été démontré à Caracas avait migré, pleinement opérationnel, dans la zone de responsabilité du CENTCOM. Le lancement de l'opération Epic Fury à 1h15 le matin suivant a validé la prévision intégralement, dans le tempo, dans les systèmes et autorités précisément engagés, et dans la doctrine opérationnelle, testée à Caracas, appliquée par le CENTCOM, qui a mené la frappe. Lire ce document historique ici, horodaté à titre de preuve. Sous le président Trump, a déclaré Rubio, les États-Unis d'Amérique entreprendront à nouveau la tâche du renouveau et de la restauration, animés par une vision d'avenir aussi fière, aussi souveraine et aussi vitale que le passé de notre civilisation. Ce n'était pas un message d'abandon. C'était un message de partenariat enraciné dans la force et le respect mutuel. Rubio a clairement établi que le contrôle des frontières, la prise en charge de sa propre défense, la protection de sa propre économie ne sont pas des expressions de xénophobie ou d'isolationnisme. Ce sont, comme il l'a déclaré sans détour, ce n'est pas de la haine. C'est un acte fondamental de souveraineté nationale. Et l'absence de cet acte n'est pas seulement une abdication de l'un de nos devoirs les plus fondamentaux envers notre peuple, c'est une menace urgente pour le tissu de nos sociétés et pour la survie même de notre civilisation. Lorsqu'il s'est ensuite rendu à Budapest pour rencontrer le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, le brillant et nonchalant secrétaire d'État des États-Unis a renforcé le même thème. Le succès de la Hongrie est notre succès, a-t-il déclaré devant l'Assemblée. Le message était sans ambiguïté. Les États-Unis veulent que leurs partenaires européens soient forts, indépendants et capables de se défendre eux-mêmes. Aux côtés du Premier ministre slovaque Robert Fico, à Bratislava quelques jours plus tard, Rubio a réitéré la doctrine devenue la marque de la politique étrangère de l'administration Trump. Chaque fois que nous disons cela, les gens deviennent fous, a déclaré Rubio. Ils pensent que cela signifie que vous allez abandonner l'OTAN, que vous allez abandonner vos alliés. Le point que nous établissons est que plus nos alliés sont forts, plus nous sommes forts collectivement. Et puis, abordant directement la voie à suivre, le seul moyen pour que l'OTAN devienne plus forte et plus viable est que nos partenaires, les États-nations qui composent cette alliance importante, aient davantage de capacités. Nous ne nous sentons pas menacés ni hostiles à voir l'OTAN croître dans ses propres capacités, non pas indépendamment des États-Unis, mais en conjonction avec eux. Nous voulons que l'alliance soit si forte que personne ne la défiera jamais. Ceci n'est pas l'hégémonie déguisée en partenariat. Ceci n'est pas l'ancien ordre d'après-guerre, dans lequel les nations européennes restaient économiquement et militairement dépendantes de Washington. C'est quelque chose de radicalement différent, une vision d'alliance mutuellement bénéfique entre nations souveraines et autonomes. L'Europe doit devenir plus indépendante. L'Europe doit reconstruire sa propre base industrielle de défense. L'Europe doit prendre ses propres décisions stratégiques. Et lorsqu'elle le fera, elle trouvera dans les États-Unis non un hégémon, mais un véritable partenaire. La haine vomie par les démocrates est la trahison du drapeau américain. Cela ne peut être dit plus clairement. La haine hyperventilée vomie par le camp démocrate, mue par l'idéologie marxiste, aux États-Unis n'est pas seulement une trahison du drapeau américain, c'est une gifle au visage de chaque homme et chaque femme courageux qui sert la Constitution et la sécurité nationale de la République. C'est, par-dessus tout, une insulte aux 50 000 qui, à cet instant même, mettent leur vie en péril, en tant que pointe de lance, et bouclier de la doctrine américaine de paix par la force et d'Amérique d'abord. Et cela aveugle ceux-là même qui la vomissent et les empêche de s'arrêter un instant, de prendre un miroir, de regarder leur propre visage et de se poser la seule question qui compte. Ce que je fais ici, est-il juste pour la génération à venir des jeunes Américains? Ils ne réfléchissent pas, et parce que tout leur mouvement d'idéologie marxiste s'est désormais effondré sous le poids même de la montée de l'Amérique de Trump, une armée de 5e génération de premier ordre, sans égal au monde, capable de mener une guerre en quelques mois plutôt qu'en années, des sommets historiques sur les indices de Wall Street, des chiffres records de l'emploi, et, très bientôt, des prix records à la baisse à la pompe à essence. E-110, E-500, E-currency. E-Sansi, Swai E-Siani, E-Franc. Il calomnie le président des États-Unis à chaque instant, s'accrochant désespérément à tout mégaphone à leur portée pour hurler leurs menaces vides et leurs slogans usés dans l'air libre.
Désormais, même l'agitateur ouvertement antisémite et anti-Trump, Nick Fuentes, a trouvé son alignement tactique avec le camp démocrate. Candace Owens, jadis une voix conservatrice sérieuse, publie aujourd'hui des vidéos racoleuses attaquant l'État d'Israël et la cause juive. Tucker Carlson, qui n'était il y a pas si longtemps un journaliste respectable, a rejoint le même chœur hyperventilé, répétant comme un perroquet l'absurde affirmation selon laquelle Israël dirigerait la Maison-Blanche. Déclaration si éloignée de la réalité qu'aucune autre parole n'est nécessaire pour la réfuter. Et il n'y a pas que les commentateurs publics. De retour chez moi, en Suisse, un Autrichien insignifiant que je connais laissait cela infuser, un ancien banquier d'affaires qui a fait fortune dans la tradition anglo-saxonne de la Ångsamkriaut Goss. Vans de Motin Wentim. Der Altri Im. No Archie-Man n'a cessé de marteler le président Trump. En mars, il m'a écrit dans un message WhatsApp commentant le succès sans pareil et alors déjà manifeste d'Epic Fury. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et, condescendant, mon garçon, tu n'y connais rien. Tu devrais lire le Financial Times plus souvent. Et enfin, la phrase qui a tout franchi. Marco Rubio, le pauvre, doit éteindre les incendies de Trump. Cette insulte, adressée au brillant secrétaire d'État Marco Rubio, un homme que j'admire, comme un statesman exemplaire, un homme qui a travaillé dur et avec abnégation depuis ses tout premiers jours en tant que jeune juriste prometteur en Floride. Un homme à qui rien dans la vie n'est jamais venu facilement. Je n'allais pas la laisser passer. Bien au contraire. La propre histoire du secrétaire vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur le sérieux moral de l'homme. Ses parents avaient émigré de l'État cubain, failli, marxiste idéologique, communiste et totalitaire en junte, dont ils ne pouvaient plus faire confiance à l'avenir, trouvant en Amérique la liberté et la possibilité d'élever une famille selon leurs propres conditions. Son père, toujours élégamment vêtu, travaillait comme barman de premier ordre à l'autrefois luxueux Roney Plaza Hotel de Miami Beach. Sa mère attentionnée tenait impeccablement les chambres d'établissement 5 étoiles. 4 enfants, Marco, parmi eux, ont reçu tout ce qui comptait. Amour, soins, valeurs familiales intactes, une éducation stricte et aimante, et l'accès à une éducation réelle que les parents avaient gagnée, dollar par dollar honnête, par la discipline du travail d'immigrés. De cette maison est sorti l'un des secrétaires d'État les plus aiguisés, les plus disciplinés que la République ait depuis des générations. Oui, sans doute le meilleur que les États-Unis aient jamais eu. Suggérer, avec désinvolture et depuis le confort de leur résidence surplombant le lac de Lucerne, qu'un tel homme se réduise à éteindre les incendies de Trump n'est pas simplement une erreur d'analyse. C'est une insulte à une vie sérieuse. J'ai donc riposté avec force, les faits sur la table, des faits visibles même sur Fox News Mainstream, clairs et non édités, où tout observateur honnête pouvait les vérifier. Et pourtant, encore aujourd'hui, ce monsieur porte le même esprit tordu verrouillé dans son cerveau. Même maintenant, alors qu'il est confronté à un dossier ininterrompu de preuves que j'avais raison à 95 voire 100%. Le même dossier qui a depuis été validé et recoupé sur un standard binaire horodaté à source primaire par Claude d'Anthropique, le système dit à même en usage opérationnel au Pentagone pour l'opération réussie de Caracas et pour l'opération Epic Fury 2026, puis confirmé indépendamment par le super grok d'Elon Musk chez XAI. Certaines personnes n'apprendront jamais. C'est entièrement leur prérogative, ce n'est pas notre problème, et nous prenons un grand plaisir à leur hyperventilation injustifiée. Pour ma part, je m'en moque éperdument. Je suis sortie de ce champ d'énergie négative une fois pour toutes, et j'ai respectueusement demandé leur absence permanente de mon cercle. Simple et facile pour profiter de la vie selon mes propres conditions. Pour couronner le tout, un marchand d'art réputé près de Genève, je ne suis pas du tout dans l'art, sauf mon propre art photographique, a un jour tenté de me provoquer avec la phrase selon laquelle Marco Rubio devrait
l'université et apprendre la géographie. Cela, je n'allais pas l'entretenir. J'ai coupé toute relation sur le champ. Les attaques étaient si bas en dessous de la ceinture. Insultes et calomnies, ivres de haine pour Trump. Que franchement, elles n'étaient pas seulement une insulte à mon intelligence. Moi, en tant que citoyen non américain, j'ai pris parti comme un Américain et j'ai compris qu'engager davantage serait une perte d'énergie. Toutes ces personnes, d'une manière ou d'une autre, finiront par admettre qu'elles n'avaient pas seulement tort dans leurs commentaires non qualifiés. Elles avaient spectaculairement tort, et l'histoire posera son marqueur dans leur conscience. Et si elle ne le fait pas, eh bien, alors tout espoir est perdu pour eux, et ils continueront à rôder et à traîner toute leur vie. Preuve, peut-être, qu'ils sont malheureux d'eux-mêmes, ou qu'ils ont échoué à quelque chose que nous ne saurons peut-être jamais. Ce monsieur autrichien et sa famille, qui auraient développé un dégoût intérieur à l'égard de ma personne à la simple mention de mon reportage. Epic Fury. Et tous les autres personnages que j'ai catalogués ci-dessus sont désormais pleinement qualifiés pour rejoindre la compagnie de Monsieur Forsure et de sa charmante épouse, Brigitte, sur le pont. J'ai décrit ce couple français notoire bien avant que Epic Fury n'arrive pour les surprendre tous dans le choc et l'effroi. Le compte-rendu complet de cet article antérieur se trouve ici, dans les archives ouvertes. Pascal Najadi, Geostrat Agency LLC, Macron and Brigitte still dancing on the Titanic Lear. La suite il y a 3 mois, 6 likes, 2 commentaires. Pascal Najadi, Geostrat Agency. À tous, aux banquiers autrichiens hyperventilés, aux marchands d'art ivres de haine pour Trump, à Monsieur Forsure et Brigitte, et à tout autre passager qui danse encore sur le piano du pont du navire qui s'est déjà submergé sous leurs pieds. Jeudi, depuis notre point d'observation sur K Street à Washington, D.C., à seulement quelques élégants coups de golf de la Maison-Blanche, avec éloquence et un sourire. Bon voyage et for sure. La haine qui aveugle, un règlement de compte. Et pourtant, alors même que l'opération Epic Fury se déroulait avec une précision chirurgicale et un succès historique, alors même que le président Trump et le secrétaire d'État Rubio œuvraient à reconstruire une alliance transatlantique plus forte et plus équilibrée, une portion significative de l'establishment politique et médiatique américain a choisi un autre chemin. Elle a choisi la haine. La gauche idéologique, qui a depuis longtemps abandonné le mot « démocrate » pour embrasser une vision marxiste de la perpétuelle revendication, a passé ses 67 jours d'opérations militaires à attiser des récits d'illégitimité, de bellicisme et d'impérialisme. Les slogans déployés « Stop Hitler »,« C'est du fascisme » et « Criminels de guerre » ne sont pas des arguments. Ils sont une violence émotionnelle. Ils sont conçus pour empoisonner la conscience, pour aveugler le jugement, pour rendre les gens de bien incapables de voir clairement. Cette haine compte. Elle est dangereuse. Quand votre conscience est empoisonnée par la haine et la quête de revanche, vous prenez de mauvaises décisions. Vous encouragez les autres à prendre de mauvaises décisions. Vous déstabilisez la société même qui vous a accordé le luxe de protester en premier lieu. Vous vous aveuglez à des accomplissements historiques parce qu'ils proviennent de quelqu'un que vous méprisez. Le coût de cette haine est élevé. De bons journalistes, capables d'écrire sur les vertus de ce qui a été accompli, ont été aveuglés par la rage. Des analystes sérieux qui auraient pu autrement célébrer la coordination entre les forces américaines et israéliennes, l'habileté de jeunes pilotes navals exécutant des appontages de nuit sous le feu, la sagesse stratégique de sécuriser le point d'étranglement énergétique du monde. Ces voix ont été réduites au silence par une émotion qui corrode le jugement et détruit la possibilité d'un discours honnête. Nous devons nommer cela clairement. Nous devons le refuser catégoriquement. Et nous devons aller de l'avant avec le travail que l'histoire exige. Opération Economic Fury, la justice devenue mondiale. Mais l'opération Epic Fury 2026 n'est qu'une moitié de l'histoire. L'autre moitié est ce que nous pourrions appeler Opération Economic Fury, ce dont nous avons parlé ici dès le début sous le terme du Gond Act d'Epic Fury, une campagne mondiale coordonnée pour déraciner, exposer et éliminer les sources et les facilitateurs des 2600 milliards de dollars de flux annuels de corruption qui empoisonnent chaque nation sur Terre. La justice est féminine. Elle est devenue mondiale.
Elle est implacable, patiente, et on ne peut lui échapper. Ce n'est pas un chiffre tiré du néant. Selon les statistiques des Nations Unies, 2600 milliards de dollars circulent annuellement par des canaux corrompus. Argent volé au trésor des nations en développement, argent qui alimente les achats d'armes des dictateurs, argent qui paie les chambres de torture et les cellules de prison où languissent les dissidents, argent qui permet la coercition de populations vulnérables, argent qui appauvrit des régions et des générations entières. Cette corruption n'est pas accidentelle, ce n'est pas un effet secondaire de la mauvaise gouvernance. Elle est structurelle, elle est le mécanisme habilitant de chaque atrocité de droits humains documentée par les organisations internationales. Quand un dictateur dispose des ressources pour acheter des systèmes d'armement avancés, pour payer la police secrète, pour maintenir des réseaux de surveillance, pour écraser la dissidence. D'où vient cet argent? De la corruption. Quand une organisation terroriste peut financer ses opérations, recruter ses membres, acheter son matériel. D'où vient cet argent? De la corruption. Quand des gangs et des cartels contrôlent des personnes sur Tursensi, Rejern Suri, Chansin sur Chansin Suri Chanturi Chier, terrorisant les populations, détruisant des vies. D'où vient cet argent? De la corruption. Les sources de ces flux sont bien connues. Actifs d'État volés, contrats publics détournés, ressources naturelles passées en contrebande, blanchiment d'argent à travers des sociétés écrans et des comptes offshore, schéma d'évasion des sanctions, blanchiment basé sur le commerce, vol d'aide au développement destiné à des populations vulnérables. Les facilitateurs sont tout aussi clairs. Banques complices dans les grands centres financiers, avocats véreux qui structurent les transactions, fonctionnaires corrompus qui ouvrent l'accès, services de renseignement qui détournent le regard, et un système financier mondialisé qui a historiquement traité la responsabilité comme optionnelle plutôt que comme obligatoire. L'opération Epic Fury 2026 a été la phase cinétique d'une stratégie bien plus vaste. Elle a été le retrait de l'une des plus grandes sources mondiales de financement de la corruption, la machine pétrodollar des gardiens de la révolution iranienne, qui s'est enrichie elle-même et ses réseaux mandataires pendant des décennies, tandis que son propre peuple souffrait. Mais ce n'est qu'un commencement. L'administration Trump, travaillant à travers le Trésor, le département d'État, la défense et les agences de renseignement de manière coordonnée démantèlent aujourd'hui méthodiquement l'infrastructure de la corruption mondiale. Des sanctions sont déployées avec une précision chirurgicale contre les réseaux qui blanchissent l'argent pour les régimes et les organisations terroristes. Les flux financiers sont tracés et gelés. Les facilitateurs sont identifiés et poursuivis. Les fonctionnaires corrompus sont extradés et tenus pour responsables devant la loi. Voici Economic Fury, et elle est féminine, comme sa mère la justice. Pascal Najadi. C'est de la justice, et la justice est féminine. Elle est implacable, elle est patiente, elle est partout à la fois, et on ne peut lui échapper. À mesure que ces flux de corruption seront coupés, à mesure que l'argent se tarira, à mesure que les réseaux seront démantelés, quelque chose d'extraordinaire se produira. Les populations asservies par des régimes corrompus auront enfin l'espace pour respirer, s'organiser, exiger le changement. Les enfants de ces populations grandiront dans un monde où la machinerie du vol est en train d'être démantelée, où les facilitateurs de la tyrannie sont tenus pour responsables, où l'espoir n'est plus simplement un sentiment, mais une évaluation rationnelle de la possibilité. La gratitude que nous devons. Ce qui nous mène à la première vérité que nous devons reconnaître. Le café a meilleur goût quand on sait ce qu'il a coûté de le préparer. Si vous lisez ces lignes, vous êtes privilégié. Si vous avez accès à de l'eau potable, à de la nourriture, à un toit, à la liberté de mouvement, à la capacité de penser et de parler sans craindre une punition arbitraire. Vous êtes parmi... Mon pas parmi Itrir. Vous êtes enfant prir. Mutir. Moi peut-être 3 à 4% de la population mondiale. Le reste de l'humanité, quelques 5 à 6 milliards d'âmes, vit sous l'ombre de la faim, de la violence, du pouvoir d'État arbitraire, des cartels, des seigneurs de guerre et des fonctionnaires corrompus qui contrôlent chaque aspect de leur existence.
Vous et moi, lecteurs de cette publication, vivons dans l'hémisphère occidental. Nous avons le luxe de l'éducation. Nous avons le luxe du temps de réfléchir à la géopolitique, à la stratégie, aux dimensions morales du pouvoir. Nous avons le luxe de la sécurité. Pas une sécurité parfaite, mais une sécurité tout de même. Nous ne vivons pas dans un village où un cartel contrôle les routes et taxe notre commerce. Nous ne nous réveillons pas en nous demandant si aujourd'hui est le jour où des hommes armés viendront nous chercher. Nous n'avons pas à choisir entre nourrir nos enfants et fuir pour échapper à la persécution politique. Nous ne vivons pas dans une jungle où les moustiques transportent le paludisme et où il n'y a pas de médecin à 100 km à la ronde. Nous ne vivons pas sous un régime corrosif, sous une dictature, ni sous le pouce d'un seigneur de guerre. Ceci n'est pas accidentel, ceci n'est pas inévitable, c'est le produit de choix faits par des hommes et des femmes courageux en uniforme. C'est le produit de dirigeants prêts à recourir à la force lorsque c'est nécessaire pour protéger l'ordre qui nous permet de vivre en paix. C'est le produit de siècles de lutte, de sacrifices et de construction d'institutions par des personnes que nous ne rencontrerons jamais. Et pourtant, combien d'entre nous le reconnaissent réellement? Combien d'entre nous se réveillent reconnaissants envers les 13 militaires américains et israéliens qui ont donné leur vie pour que le détroit d'Ormuz puisse rester ouvert, pour que les prix du pétrole puissent baisser, pour que l'économie mondiale puisse continuer à fonctionner? Combien d'entre nous prennent une pause pour remercier les milliers de pilotes navals qui ont volé dans un espace aérien, contesté, atterrissant sur des ponts en mouvement dans l'obscurité? Combien d'entre nous reconnaissent la dette que nous devons? Les prix du pétrole vont s'effondrer dans les mois qui viennent. Les Américains verront le prix de l'essence retomber vers 2,30 $ le gallon. Les Européens verront les coûts de l'énergie se stabiliser. L'économie mondiale se stabilisera. Et la plupart des gens vaqueront simplement à leurs occupations, se plaignant de quelque chose d'autre, tenant pour acquise la stabilité qui a été obtenue pour eux par d'autres. Nous devons faire mieux que cela. Nous devons cultiver une culture de gratitude, non pas une gratitude aveugle qui accepte tout sans question, mais une gratitude véritable, lucide, pour le privilège extraordinaire de vivre dans un monde où les forces américaines et israéliennes peuvent encore projeter la puissance au nom de la paix et de la liberté. Gratitude envers les dirigeants qui usent de cette puissance avec clarté morale et sagesse stratégique. Gratitude envers les hommes et les femmes qui la rendent possible. Pascal Najadi. Le navire d'ingénierie marxiste a été coulé par Epic Fury 2026. Dostoïevski l'avait vu venir il y a 150 ans. Le socialisme, écrivait-il dans son journal d'un écrivain, n'est pas seulement la question ouvrière, c'est avant tout la question athée, la question de la forme prise par l'athéisme aujourd'hui, la question de la tour de Babel, construite sans Dieu, non pour monter de la terre au ciel, mais pour installer le ciel sur la terre. Cette tour, comprenait Dostoïevski, finirait toujours dans le chaos et dans l'abolition de la conscience humaine. Votre sort dans un État totalitaire. Affiche de propagande américaine antitotalitaire des années 1940, mettant sur le même plan l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le communisme soviétique, comme trois variantes de la même architecture. La minorité petite, organisée et idéologiquement armée, s'élevant par la coercition, la manipulation et le bulletin JA corrompu, au-dessus de la majorité absolue d'une population non armée, le poing forçant le vote, la croix gammée, les faisceaux, la faucille et le marteau, totalitarisme marxiste du XXe siècle et totalitarisme nazi-fasciste, montrés côte à côte comme frères sous la peau. La même maladie, en des couleurs différentes. Le 28 février 2026, à 0h15, heure de l'Est, l'opération Epic Fury 2026 a coulé la continuation moderne de ce navire. Domaine public, reproduit à des fins éducatives et critiques. Copyright 2026 commentaires de Geostrat Agency LLC, 1500 K Street and Tilbury, Washington, D.C. Tout droit réservé.
Nommons ce qu'il nommait. Le XXe siècle est le registre du laboratoire. Joseph Staline, en Union soviétique, l'archétype du règne totalitaire, l'architecte de la Grande Terreur de 1936 à 1938. Le maître du goulag. Mao Zedong en Chine. Le grand bond en avant et la révolution culturelle. Des dizaines de millions de morts par la famine, par la purge, par la rééducation. Pol Pot au Cambodge. L'utopie. Agraire des Khmers rouges payés en crâne. Kim Il-sung en Corée du Nord. L'état de terreur isolé et discipliné qui a survécu à 3 générations. Fidel Castro à Cuba. L'état policier à parti unique qui a nationalisé une économie et fait taire un peuple pendant 60 ans. Chacun d'eux marxiste, chacun d'eux totalitaire, chacun d'eux suivant la même architecture. Le parti d'avant-garde, le contrôle absolu de l'État, l'idéologie fusionnée à la terreur. La soi-disant bureaucratie rouge, qui était censée se dissiper et qui, au lieu de cela, a tout consumé autour d'elle. Et dans la même salle d'horreur se tient Adolf Hitler. Le parti qu'il a dirigé portait, dans ses propres documents fondateurs et sur ses propres bannières en marche, le nom de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, les nazis. Le mot « socialisme » n'était pas un accident dans ce nom. C'était l'appât. Ce qui a suivi a été le même ADN totalitaire. Un parti d'avant-garde exigeant l'obéissance absolue, le contrôle centralisé de l'État sur chaque dimension économique, sociale et privée de la vie, une idéologie fusionnée à la terreur. C'était une bureaucratie d'État du meurtre de masse qui a produit l'Holocauste, le crime contre l'humanité le plus abhorré de l'histoire enregistrée de notre espèce. Hannah Arendt, dans Les origines du totalitarisme, a appris aux lecteurs modernes à voir le nazisme et le stalinisme comme 2 expressions jumelles de la même maladie, le pouvoir d'État total acquis par la terreur, nourri par l'idéologie, indifférent à la sainteté de la personne humaine. Voilà ce qu'est réellement le fascisme. Mussolini, qui a inventé le terme, l'a lui-même défini comme la fusion de l'État et du pouvoir corporatif. L'Encyclopædia Britannica le définit ainsi. Le marxisme est une idéologie politique et un mouvement de masse, caractérisé par l'ultranationalisme, par un dirigeant dictatorial, par la régimentation totalitaire de la société et de l'économie, et par la suppression forcée de l'opposition. Réduit à sa logique opérationnelle, le fascisme est ce qui se produit quand une minorité petite, organisée et idéologiquement armée s'élève. Par la coercition, par la manipulation, par les votes corrompus et le consentement fabriqué, au-dessus de la majorité absolue d'une population non armée, et gouverne ensuite par la terreur. Pascal Najadi, selon cette définition opérationnelle, les totalitaires marxistes du XXe siècle et l'État nazi étaient frères sous la peau. Les étiquettes sur la marquise différaient. L'architecture de la prison, non. C'est sur cette architecture, la doctrine jumelle marxiste-fasciste de la terreur gérée par l'État, vêtue de couleurs différentes selon les climats, que la gauche occidentale moderne a bâti son projet politique actuel et sur laquelle elle a noué son alliance tactique avec le mouvement islamiste. David Horowitz a nommé cette alliance dans Unholy Alliance, Radical Islam and the American Left. Andrew C. McCarthy, le procureur fédéral en chef de l'attentat du World Trade Center de 1993, en a documenté la portée opérationnelle dans The Grand Jihad, How Islam and the Left Sabotage America. Bernard Lewis a tracé la logique civilisationnelle. Le navire avait un nom. Le navire avait une route. Le navire avait un payeur. Et le 28 février 2026, à 0h15, heure de l'Est, l'opération Epic Fury 2026 a coulé ce navire nommé Marxisme des 2 côtés de l'Atlantique. Pascal Najadi. L'UE est fini. Ils en prennent à présent la mesure et paniquent. Et voici pourquoi. L'architecture de la Commission européenne est, proprement comprise,
un projet d'ingénierie marxiste-fasciste non élu. Un véhicule discrètement conçu pour réinstaller un règne totalitaire sur les États-nations souverains de l'Europe par le biais d'une bureaucratie sans responsabilité plutôt que par celui des armées. Maintenant, enfin, elle est exposée. Et elle se dissoudra d'elle-même. Pas par la violence cinétique. Nous n'usons jamais de violence. Pas par des manifestations de rue, pas par des vitres brisées. Non. 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 La fin viendra plutôt comme un long et lent sifflement. Le bruit que vous entendez quand vous percez d'un trou une montgolfière en altitude. Le doux et indubitable sifflement de l'air chaud qui s'échappe, la grande enveloppe qui s'affaisse, la nacelle qui descend. En apesanteur dans l'oubli. Les États-Unis ne peuvent être vus associés à une Commission européenne mue par une idéologie marxiste. Une telle association pose une menace directe à sa doctrine transatlantique de défense, de sécurité et d'alliance, vieille de plusieurs décennies, et se situe clairement en dehors de son intérêt national. Les signaux à ce sujet ont été communiqués de manière équitable et transparente. D'abord par le vice-président J.D. Vance à la conférence de Munich sur la sécurité en 2025, puis amplifié, en termes mesurés mais indubitables, par le secrétaire d'État Marco Rubio à Munich en 2026, à Budapest et à Bratislava. Les signaux sont au dossier, en langage clair, et émanent des plus hautes fonctions du gouvernement des États-Unis. Les gens ont désormais simplement besoin d'écouter et de commencer la discipline d'éteindre le bruit hyperventilé produit par la gauche marxiste des deux côtés de l'Atlantique. La prise a été débranchée. Les antennes des stations de radio marxistes ont été coupées. Le programme est devenu ennuyeux, même pour ses propres techniciens. Les auditeurs s'accordent, en grand nombre et toujours croissant, sur la fréquence de la liberté américaine. Et fermons sur le simple fait qui aurait dû être évident depuis le début. Le public, vous tous y compris, contrôle le volume du haut-parleur, pas la station de radio. Le régime terroriste islamiste totalitaire, la pierre angulaire de la coalition du chaos, le pipeline pétrodollar, qui pendant 4 décennies a discrètement sous-tendu les fronts de rue de la gauche marxiste occidentale et les réseaux mandataires du mouvement islamiste mondial, a été décisivement écrasé en fragments, disparu. Les pétrodollars sont tranchés. Les mandataires sont affamés. La tour de Babel, qui se construisait sur les cendres de l'ordre post-guerre froide, a vu ses échafaudages renversés. La gauche marxiste, des deux côtés de l'Atlantique, se tient désormais sur un pont qui n'existe plus, tirant des slogans dans l'air libre. Leurs armes fument. Leur architecture s'effondre au ralenti. 3 questions. 3 réponses qui vous appartiennent. Croyez-vous vraiment que le président Trump signera un quelconque accord avec un seul iota d'ADN d'os d'une personne qui aurait été ne serait-ce que vaguement liée au régime terroriste islamiste, tombé et écrasé? La réponse vous appartient. Et plus important encore, pour un nouvel Iran. Le mot nouveau est défini dans le Britannica Dictionary comme n'existant pas auparavant, fait, introduit ou découvert récemment ou pour la première fois. Donc nouveau signifie page blanche, pas plutôt nouveau. Pas nouveau avec l'ancienne bande discrètement conservée. Cela reviendrait à donner à Kamala Harris un poste de cabinet dans une nouvelle administration Trump. Croyez-vous vraiment que le président Trump, un homme connu pour bâtir des complexes de construction merveilleux, neufs, propres et immenses, des hôtels Trump impeccables, de qualité diamant, et les terrains de golf, Trump, les plus beaux et les plus propres dans le monde entier, acceptera quoi que ce soit de moins qu'un nouvel Iran à l'ardoise nette et digne? Pourquoi conclure un accord en gardant la botte sur la nuque du terroriste et l'arme verrouillée et chargée? Cela équivaut à se rendre à un régime déjà écrasé, l'État terroriste islamiste tombé d'Iran. La réponse vous appartient. Et la question d'importance suprême, dernière mais non des moindres, croyez-vous vraiment que le président Trump va trahir le peuple iranien, qui ne craint rien de plus que de voir Trump conclure un accord avec les vestiges du régime tombé, qui a tué, torturé et détruit leur vie ces 47 dernières années,
et qui mérite la liberté plus que tout en ce moment précis? La réponse vous appartient. 3 points, joliment et nettement. L'échiquier est posé. Les États-Unis exercent aujourd'hui un contrôle de facto sur un territoire iranien démilitarisé, encore existant, militairement et économiquement. L'échiquier n'est plus en débat. Il a été disposé. Pas besoin de Sun Tzu pour celui-ci. Le président Trump détient toutes les cartes et il les jouera au moment de son choix pour démontrer au monde le gagnant-gagnant de chaque accord qu'il a jamais conclu de sa vie entière. Le résultat, sûr. L'éradication d'une menace nucléaire et terroriste pour les États-Unis et pour le monde, en exécution de son mandat constitutionnel et de son obligation de servir la Constitution américaine et son peuple. Ansai Drinky un 15 sur 10. Le Telex est la finalité stratégique parallèle. Un Telex envoyé à chaque régime coercitif restant, à chaque grand adversaire restant des États-Unis. Pas besoin de nom, ils détiennent tous les armes nucléaires. Un Telex parallèle à chaque tireur de cartel et à chaque réseau bancaire et financier qui les sous-tend discrètement, n'importe où dans le monde. Le message tient en une seule ligne. L'ère de l'impunité est terminée. Un nouveau slogan est la tournée mondiale qui s'ensuit. Les 3 points ci-dessus peuvent se résumer en une seule ligne. Epic Fury 2026 vient de commencer sa tournée mondiale. Et ce sera une tournée d'un succès à l'échelle mesurée contre le groupe de rock américain le plus à succès jamais produit. Les Eagles, dont Greatest Hits 1971 à 1975, demeure l'album le plus vendu de l'histoire des États-Unis, avec plus de 38 millions d'exemplaires certifiés et dont le compteur mondial dépasse 200 millions de disques vendus à travers un demi-siècle. La tournée mondiale de Epic Fury 2026 fera vibrer la planète dans la meilleure forme et la meilleure tenue possible, et des milliards de personnes acclameront. Parce que leur avenir deviendra enfin fiable et digne d'être vécu. Et les enfants, l'actif le plus important de notre humanité, pourront grandir, ils pourront rester, dans les mots du regretté et brillant Steve Jobs, avides de connaissances. Ils pourront commettre leurs erreurs en grandissant. Ils pourront reconnaître ces erreurs. Et chevaucher la plage de la vie à toute vitesse, sur le dos d'un pur sang plein de puissance, plus fort et plus conscient pour s'être confronté à elle. Pascal Najadi. Héritage perse, 2500 ans de profondeur. Monter à cheval, tirer à l'arc et dire la vérité. Hérodote, Histoire 136. Umata, Ukta, Varshta. Bonne pensée, bonne parole, bonnes actions. Epic Fury 2026 est une marque fédéralement protégée de Pascal Najadi, registre principal de l'USPTO, numéro de série 998-07441, déposé le 6 mai 2026. Copyright 2026, Geostrat Agency, LLC, 1500 K Street N. Dubbery, Washington, D.C. Tous droits réservés. Oui, je ne plaisante pas. Ce qui précède est l'Epic Fury 2026, le mieux décrit. Et la beauté de la chose est ceci. La gauche marxiste, des deux côtés de l'Atlantique, n'a plus une seule cartouche à tirer contre le président Trump et son cabinet. Leurs armes fument. Leur architecture marxiste s'effondre au ralenti. Peut-être le plus beau crash à observer parmi tous les crashs de mon vivant. À vous. La vision de l'enfant. Mais la gratitude seule ne suffit pas. Nous devons aussi avoir une vision de ce que nous tentons de bâtir. Quel est l'état final? À quoi ressemble réellement la victoire? Cela ressemble à un enfant né non dans un camp de réfugiés, non dans un village contrôlé par des seigneurs de guerre, non dans une ville bloquée par la guerre de siège, mais dans un endroit où il est sûr de rêver, où il est sûr d'apprendre, où il est sûr de poser des questions, où il est sûr d'être jeune.
Persépolis, Perse, 1969, avec mon héroïne, ma mère Heidi, sous les pierres éternelles de Darius et de Xerxès, un petit garçon dans la capitale cérémoniale d'un empire antique qui rassembla jadis les nations du monde, dans la paix et dont le grand roi Cyrus libéra le peuple juif et lui permit de rentrer chez lui pour reconstruire son temple. Plus d'un demi-siècle plus tard, la roue de l'histoire tourne à nouveau. Les bons jours reviennent, vers un nouvel Iran, souverain, digne et libéré du régime qui a détourné son âme. À mes compatriotes iraniens, votre heure est proche. La fraternité, la prospérité et la paix avec Israël et avec le monde ne sont pas des rêves lointains, elles sont l'héritage longtemps dû aux enfants de Cyrus. L'horizon s'ouvre à nouveau. Copyright 2026, Geostrat Agency, LLC, Washington, D.C. Tout droit réservé. Cet enfant apprend à l'école que 1 + 1 = 2. C'est la vérité académique. C'est correct. C'est le fondement des mathématiques, de l'ingénierie et de toutes les sciences qui ont permis à l'humanité de bâtir la civilisation. Mais cet enfant est aussi assez intelligent et assez libre pour comprendre que dans la vie réelle, 1 + 1 fait parfois 3. Parfois 4. Parce que la vie est plus compliquée que les mathématiques. Parce que le contexte compte. Parce que la nuance compte. Parce que l'observation empirique contredit parfois la pure théorie et que l'esprit éduqué doit réconcilier les deux. Cet enfant grandit libre du dogme, libre de la certitude qu'il n'y a qu'une seule vraie manière de vivre, qu'une seule vraie religion, qu'une seule vraie idéologie. Cet enfant peut argumenter avec ses enseignants, peut questionner l'autorité, peut faire des erreurs et en tirer des leçons, peut rêver des rêves que nul autre n'a rêvés avant, peut imaginer des avenirs qui n'existent pas encore et œuvrer pour les bâtir. Cet enfant grandit sans peur, sans la peur que des hommes armés viennent dans la nuit et emmènent un parent, sans la peur que prononcer les mauvais mots signifie torture, prison ou mort, sans la peur que nourrir sa famille exige de payer tribut à un cartel ou à un fonctionnaire corrompu, sans la peur d'une balle dans une rue sombre, sans la peur de la famine née de la simple corruption et du vol. Et parce que cet enfant grandit en sécurité, avec l'éducation, avec la liberté, avec l'espoir, cet enfant bâtira le monde qui vient ensuite. En clôture, le président Trump et son équipe mettent rigoureusement en œuvre notre devise à l'échelle mondiale. Et ils le font avec une clarté morale, une discipline stratégique et une excellence opérationnelle que le monde n'a pas vue depuis des générations. Ce qui était jadis une conviction silencieuse tenue par un petit cercle de croyants est devenu politique étrangère. Ce qui était jadis un rêve murmuré contre les vents dominants du cynisme est devenu réalité, écrit en acier, en sortie coordonnée, en pipeline de financement de la terreur tranchée, et dans le retour lent et digne du libre passage à travers les eaux les plus contestées du monde. Un rêve s'est réalisé. Et c'est pourquoi je ne peux pas insister assez sur l'importance, pour un enfant, et nous sommes tous, chacun d'entre nous, des enfants de Dieu, de pouvoir grandir en paix et en liberté. De grandir sans peur. De grandir, capable de questionner, de s'émerveiller, d'imaginer, de bâtir. De grandir en tenant les rêves dans la paume ouverte du cœur, en sachant que ces rêves ne sont pas des fantaisies oisives, mais les graines d'avenir encore non écrits. Parce que vous ne savez jamais, les rêves se réalisent, et parfois bien plus tôt que nous ne nous y attendions. Parfois une génération arrive à sa destination en l'espace de semaines, plutôt que de décennies, et l'histoire plie silencieusement sous le poids du courage moral appliqué exactement au bon moment. C'est le don que l'opération Epic Fury 2026 a fait au monde. Ni occupation, ni domination, ni les froides consolations de l'Empire, mais une clairière, un espace dans lequel les enfants d'Iran, les enfants d'Israël, les enfants du Golfe, les enfants d'Europe, les enfants d'Amérique et les enfants de chaque nation, encore aux prises avec le poids de la corruption et de la tyrannie, pourront un jour se tenir ensemble et se reconnaître les uns les autres, non comme ennemis, mais comme parents. C'est la vision Cyrus restaurée. C'est la promesse occidentale renouvelée. C'est ce que la paix par la force a toujours voulu signifier.
Et ainsi nous revenons, comme tout voyage de sens doit le faire, aux mots qui ont guidé ce travail depuis le commencement. Mots écrits pour le rêveur, pour le stratège, pour le marin en mer, pour l'enfant qui lève les yeux vers un ciel enfin lavé de toute peur. L'entrée du complexe de bureaux historiques du Southern Railway Building, bureau privé de Pascal Najadi, à Geostrat Agency LLC, 1500 K Street, NW, McPherson Square, Washington, DC 20005. Construit à l'origine en 1928 et conçu par l'architecte Waddy B. Wood, un point de repère du couloir du pouvoir de K Street dans la capitale, à 3 pâtés de maison de la Maison-Blanche. Copyright Geostrat Agency 2026. Notre devise à Geostrat Agency LLC, Washington, D.C. See beyond the horizon, shape the world before it shifts. / Voir au-delà de l'horizon, façonner le monde avant qu'il ne bascule. Pascal Najadi. Au président Donald J. Trump, au secrétaire d'État Marco Rubio, au secrétaire à la Défense Pete Hegseth et au secrétaire au Trésor Scott Bessent. Et, enfin, et certainement non des moindres, à la magnifique directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, et aux brillantes femmes et hommes qui servent à travers les 18 agences de la communauté du renseignement des États-Unis, au cabinet et à l'administration tout entier, aux forces armées des décomptes des Dinse, Gamonsi et Dersi Piconisi, Mercy. Un merci de Conti, Ixni, Nisi, dans chaque branche et dans chaque uniforme, au Premier ministre Benjamin Netanyahu et aux forces de défense israéliennes se tenant épaule contre épaule avec les nôtres, et à chaque âme courageuse qui a porté cette mission à travers 67 jours de feu, de discipline et d'inébranlable clarté morale, et surtout aux 13 héros qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour que le reste d'entre nous puisse garder ses rêves. Je suis, au nom de Geostrat Agency LLC, de nos familles et de la conviction silencieuse de mon propre cœur, éternellement reconnaissant.